Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet. Bienvenue également dans l'émission CEO sans filtre. Je suis aujourd'hui ravie d'accueillir Xavier Rouault, le cofondateur de la société Sweekly. Bienvenue Xavier. Merci, bonjour Elise. Comment vas-tu? Très bien, écoute, je suis ravi de te rencontrer en vrai. Mais c'est vrai, parce qu'on avait beaucoup échangé, on Ouais, s'était vu en visio et là c'est la première fois en humain. absolument, à Paris, c'est bien, de temps en temps de se voir physiquement, c'est parfait. Exactement. Alors quand j'ai regardé ton parcours plus en détail, parce que c'est vrai que la première fois qu'on avait échangé, c'était il y a quelques années, je crois, mais j'avais jamais pris le temps de regarder ton parcours en détail, et j'ai remarqué une chose, c'est que tu as un long parcours dans les grands groupes, avec des belles sociétés, Volvo, Accenture, Oui, et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce changement de cap total vers l'entrepreneuriat à un moment donné, il y a 10 ans? il y a 10 ans maintenant, c'est vrai. Écoute, c'est vrai que c'est des super boîtes. Moi, j'ai un très très bon souvenir d'Accenture et de Volvo. J'avais plein d'amis, il y avait des projets très intéressants. Et puis tu sais, à un moment, on arrive à 40 ans. Et à 40 ans, il y a comme un peu une petite crise de la quarantaine, on va dire. Et c'est vrai que là, je suis arrivé un peu à un petit croisement. C'est soit je finissais ma carrière un peu chez Volvo, en tout cas, c'était le moment où ça se décidait, soit il fallait que je trouve quelque chose qui me parlait plus. Et donc, j'ai fait ce choix à un moment donné de me dire, allez, je tente l'aventure. Alors, c'est vrai que ça a été un peu provoqué aussi par un ami, mon associé Sean Wurm. Euh, on discutait beaucoup de start-up, de projets. On est tous les deux dans la tech, hein. Moi, je suis issu de la tech et mon associé aussi. Et voilà, c'est en discutant avec lui, je me rappelle, on mangeait tous les midis ensemble pour inventer plein d'idées, plein de startups. Et on a commencé à construire l'idée de Sweekly en mode soirée week-end. C'était le jeudi soir, on se rejoignait dans un bar et puis on a inventé ça. Et d'ailleurs, au début de Sweekly, on se disait, bah, tiens, on va le lancer en parallèle de nos jobs. On voulait garder nos jobs, on avait des enfants, moi j'avais 2 filles, Sean aussi un enfant. Et donc on se disait, bon, bah, on va lancer ça tranquillement à côté. Et très vite, on a rencontré un incubateur qui nous a dit, mais vous planez complètement, soit vous y allez, soit vous y allez pas. Et donc il a fallu faire le choix, faire le saut. Euh, donc c'est vrai que c'est pas facile, hein, mais en fait, je pense qu'il faut être un petit peu fou quand même parce que on connaît pas toutes les complexités, on connaissait pas spécialement le sujet. Moi, j'étais pas dans la banque ou dans la monétique. Donc, faut peut-être avoir un peu. Je suis pas sûr que ce soit très très bon d'être un expert du sujet dans lequel on se lance, parce qu'il faut y aller, il faut sauter. Après, faut être quand même sûr de soi. Il faut avoir aussi. Moi, j'ai pas forcément une stabilité, mais on en avait une stabilité familiale, c'est-à-dire qu'avec ma femme, on s'est dit bon, bah, de toute façon, au pire, on mange des pâtes et puis on habite dans un mobil-home, quoi. Et on était d'accord avec ça. Donc, à partir du moment où on a ça, et puis bon, faut pas exagérer, j'ai quand même la chance d'avoir un parcours, un CV qui, de toute façon, m'aurait permis de rebondir, j'espère. Mais c'est vrai que l'âge arrivant, souvent on se dit, bon, là, si je me lance maintenant, j'avais 45 ans par là. Si je me lance maintenant, ça veut dire que le temps de se planter, si on se plante, il faut bien 5-6 ans. Est-ce que je retrouve du travail facilement proche de 50 ans? C'était la question. Et donc voilà, j'ai quand même fait le choix de y aller avec mon associé Sean. Voilà. Oui. Et ton associé, c'est pas n'importe qui, c'est un ami. C'est ce que je Ouais, découvre du coup dans ce que tu me dis. Ça a dû être aussi un certain arbitrage aussi de se dire, je prends le risque de perdre un ami potentiellement si ça devait mal se passer. c'est vrai. C'est pareil, on se connaissait bien, on se connaît bien. Il a fallu apprendre à travailler ensemble, c'est vrai, parce que souvent dans ton cercle d'amis, tu connais bien tes amis, mais tu sais pas comment ils travaillent. Ouais. Et donc c'est vrai on s'est jamais vraiment engueulé en fait, hein. Il y a eu des petits moments de tension comme dans n'importe quelle association, mais on a appris à travailler ensemble. Je pense que c'est un peu comme un mariage, hein. Il connaît mes défauts, je connais les siens. Tu les acceptes, c'est comme ça. Et puis tu construis sur ce qui est positif, quoi. Alors ça m'intéresse vraiment que tu aies dit ça. Parce que moi, l'association, c'est quelque chose qui peut me faire peur Ouais. initialement. Est-ce que tu dirais que c'est plus difficile de faire tenir son mariage ou est-ce que c'est plus difficile de faire tenir Ouais. son association? Ah non, c'est une question trop difficile, ça. Écoute, c'est pas du tout les mêmes enjeux de toute façon. Donc, t'as un côté perso, un côté pro. Un côté pro, tu rebondis, hein. Bon, tu me diras un côté perso aussi, tu peux rebondir, mais quand tu as des enfants, quand tu as construit quelque chose, c'est quand même, il y a plus d'enjeux, je trouve. Donc, plus difficile, S'il je fallait dirais. voter, tu vois, si tu Hein, étais dans l'obligation de voter. de voter. Ouais.
moi, je pense que c'est plus difficile de maintenir une association en couple personnel. Parce qu'il y a, d'abord, il y a plus de durée, il y a plus d'enjeux intimes et personnels. Et je trouve que ça demande plus d'acceptation. Voilà, je pense. Le travail, quelque part, tu vois quand même la personne que 8 heures par jour. Tu pars pas en vacances avec elle. Voilà, et les enjeux sont quand même moindres, je trouve. Ok. C'est un message très rassurant, merci Xavier. Parce qu'en effet, moi je me disais déjà, construire un couple sur la durée, c'est un vrai travail, tu vois. Donc je me disais, si l'association c'est pareil, mon Dieu, j'ai déjà suffisamment de mon mari. Ouais. Non, je pense que c'est quand même plus facile. Ok. Et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose auquel tu avais toujours pensé en disant, allez, un jour peut-être, ou ça t'est littéralement tombé dessus? Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que pour moi, je n'ai pas dans mon souvenir de jeunesse le fait que je voulais être entrepreneur. Et en fait, j'ai revu des vidéos de mon mariage il n'y a pas longtemps et j'ai regardé avec des amis. Et mes amis me disaient à l'époque que déjà, je parlais d'entrepreneuriat. Mon père aussi avait tenté une aventure entrepreneuriale et je pense que quand même, ma mémoire doit me jouer des tours, mais je pense que je l'avais quand même un petit peu en tête. Ok, incroyable. Donc c'était dans ton inconscient, entre guillemets. Ouais, c'était dans mon inconscient. C'était dans mon inconscient, je pense. J'avais un peu envie de faire des choses. Ouais. Moi, je suis tombé quand même dans l'informatique quand j'étais petit. Vraiment, mon père était, je pense, un des premiers à acheter un ordinateur à la maison, tu sais, personnel. C'était dans les années 80, quoi. Ah ouais. Et moi, je suis tombé là-dedans. Et c'est vrai que c'est un domaine où facilement tu peux inventer plein de choses, tu peux créer plein de trucs. Et je pense que c'est cette petite graine à germer. Ouais. Ok. Et donc là, tu racontais les débuts de ton parcours avec ton associé. Si tu pouvais reparler à Xavier des débuts, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, avec le recul maintenant? Avec le recul, qu'est-ce que je dirais à Xavier d'il y a 10 ans? On a fait plein d'erreurs. Hein. Je pense qu'on a pêché sur des sujets. On est tous les deux de la tech avec mon associé. Et donc, on a eu le syndrome du cordonnier qui est mal chaussé un peu. C'est-à-dire qu'on a considéré que c'était un sujet facile, qu'on savait faire. Ouais. Et que donc, du coup, on a beaucoup fait attention à la partie commerciale et marketing parce que ce n'était pas nos domaines de prédilection. Et donc, on s'est bien entouré assez vite. Sur la partie tech, on a fait beaucoup nous-mêmes et puis on a eu des déboires malheureux sur des recrutements qui sont malheureusement mal terminés. Et je pense on aurait pu, je lui dirais, fais attention à la partie tech, même si tu la connais, entoure-toi bien. Alors, tu mets le doigt aussi sur un sujet, je pense, qui est un sujet je vais pas dire de complexité, mais enfin si, en fait, le recrutement, c'est quand même un sujet complexe pour tout le monde, Ouais. tous les domaines, toutes les entreprises. Est-ce que tu penses que vous avez maintenant la formule magique, en tout cas la formule qui correspond bien à votre entreprise pour le recrutement? Je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Hein. Tu tâtonnes un peu tout le temps, tu essayes de sécuriser. On y allait beaucoup au feeling, on y va un peu moins au feeling, on processe un peu plus les recrutements maintenant. Ouais. Mais non, malheureusement, il n'y a pas de formule magique. C'est très très difficile de reconnaître quelqu'un avec qui tu vas bien t'entendre, qui porte les bonnes valeurs en quelques entretiens. Ça se voit souvent au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. Et voilà, et après tu fais avec, mais après tout le monde s'adapte. C'est ça qui est bien, c'est que tout le monde a quand même envie. À partir du moment où les valeurs sont là, où la personne a envie de bien faire, Ouais. déjà c'est 90% du boulot quand même. Est-ce que tu as tes questions fétiches en entretien qui te permettent de discerner des qualités qui sont importantes pour toi? Non, je le fais vraiment au feeling. On y va de manière très naturelle, en expliquant notre parcours, en expliquant l'ambiance dans la société, les valeurs qu'on essaye de porter. Et voilà, mais après c'est vraiment au feeling. Ouais. Et du coup, donc vous démarrez tous les deux ce projet. À partir de quel moment vous commencez à vous peut-être répartir les tâches, à vous dire toi tu seras plus telle partie, moi je serai plus telle partie, et comment avoir décidé, sachant que vous veniez tous les deux du même background Ouais. finalement? Alors mon associé est quand même plus technique. Moi c'est vrai que j'ai fait des études techniques, mais j'ai fait Accenture, Volvo, j'ai basculé surtout sur la partie chef de projet. Donc j'étais quand même beaucoup moins, je codais pas, enfin voilà, je bidouillais mais je codais pas.
Donc ça s'est fait assez naturellement au début. Lui a codé la première version de Sweekly, et puis moi je faisais la partie marketing, commerciale, un peu produit. Donc ça s'est fait comme ça, mais très vite, en fait, on s'est pas vraiment réparti les rôles, en fait. Ça se fait assez naturellement. Euh, on discute énormément sur tous les sujets qui nécessitent un accord. Et même aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a un rôle séparé. Je m'occupe peut-être un peu plus de la partie financière et voilà, mais toutes les décisions sont vraiment bicéphales. Ok. C'est rare, je pense. Je Ouais. pense que d'habitude, il y a des terrains de jeu beaucoup plus dessinés. Mais ça s'est fait comme ça, et puis ça fonctionne comme ça. Maintenant, on a recruté en plus des gens qui sont, pour le coup, à des postes séparés et dédiés. Donc les décisions, maintenant, c'est surtout des discussions du coup d'après, ou de la vision, ou des valeurs de la boîte. Donc c'est d'autant plus facile d'être à deux sur ces sujets, quoi. Ok. Alors, quand je préparais aussi notre échange, je me suis... Alors, n'ayez pas de stéréotype de genre, ce n'est pas bien. Mais je me suis posé une question, je n'avais pas la réponse. Est-ce que tu penses que les hommes vont plus fréquemment entreprendre à deux, enfin en tout cas avec un associé, que les femmes ou pas? Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que les chiffres, malheureusement, montrent qu'il y a moins de femmes entrepreneurs. Je sais pas pourquoi. Je pense que bon, ça doit être culturel, j'imagine, hein. Mais je sais pas. C'est peut-être le stéréotype des deux amis qui montent une société ensemble, qui est peut-être moins présent chez le côté, enfin, dans l'image féminine. Mais j'avoue, je ne sais pas te répondre à cette question, Elise, Ok. malheureusement. Ok, très bien. Euh, Alors, est-ce que tu peux nous parler du pire challenge que vous avez rencontré avec ton associé dans votre association? Vraiment le pire coup dur que vous avez dû surmonter pour être encore là aujourd'hui? Le pire coup dur. Euh, alors, je me rappelle d'un moment quand même qui était quand même assez dur. C'était au tout début de Sweekly. Faut savoir que Sweekly, à la base, on n'était pas spécialiste des cautions en ligne. On était une solution anti-no-show. Tu sais, les no-show, c'est quand Oui. tu t'inscris quelque part et que la personne ne vient pas. Et l'idée initiale de Sweekly, c'était de prendre une empreinte de carte bancaire quand tu réserves quelque part. Et si tu ne vas pas au rendez-vous, là, on débitait le montant comme un acompte, si tu veux, mais qui n'était pas prélevé, juste par une empreinte de carte et que tu payais que si tu n'y allais pas. Un peu comme maintenant, ça se fait dans les restaurants, tu sais, ils prennent ton Ah oui. empreinte de carte et puis si tu ne viens pas, tu es débité. Au début, c'était ça la solution. Et donc, pendant quasiment 1 an et demi, c'est ça qu'on essayait de vendre à des prestataires d'activités sportives, à des restaurants. Et en fait, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que soit les clients étaient beaucoup trop petits. Je me rappelle, on avait acheté 2 combi-van T2, tu sais, Volkswagen, Ouais. qu'on avait floqué aux couleurs de Sweekly. Et on avait fait tout un tour dans le sud de la France pour aller voir tous les prestataires d'activités sportives, qui Génial. étaient tu sais, c'était des camionneurs ou des rafters. Ah oui. Voilà. Parce qu'eux, ils avaient ce souci-là, c'est-à-dire qu'ils avaient un été court, et pendant cet été, il fallait que tout le monde vienne. C'est-à-dire qu'un no-show, pour eux, c'était une douleur assez forte. Mais c'est vrai que c'est des gens qui sont d'abord compliqués à aller voir, hein. Ils aiment la nature, ils sont dehors, donc pour aller leur vendre quelque chose, c'est compliqué. Ils sont plutôt dans la relation de confiance et dans l'association, donc enfin bref, ça marchait pas. Donc on a revendu nos combi-van, et c'est vrai qu'après cette période-là, on avait tenté assez profondément quand même de faire sortir la société avec ce marché. C'était dur. Puis on n'était pas des commerciaux. À l'époque, on avait un stagiaire qui appelait tous les. Et à un moment donné, tu dis bon, ça marche pas. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Donc on avait l'idée de la caution en tête quand même, hein, parce que sur la solution technique, c'est la même. Tu prends une empreinte de carte bancaire que tu débites que s'il y a une dégradation. Donc on avait un peu peur au début sur les montants, c'est-à-dire qu'on se disait mais comment, si jamais il y a 1 000 euros de dégradation, et si on n'arrive pas à récupérer l'argent sur la carte, comment on fait, quoi? Donc on avait peur que ça ne marche pas tout simplement. Et puis en fait, c'est le marché qui est venu à nous. C'est un client que je peux nommer, c'est Wellkeys, que tu connais sûrement, qui a une très grosse conciergerie en France.
et qui avaient cette douleur de récupérer des cautions pour tous les appartements qu'elle gérait. Et donc, je crois que c'est eux qui sont venus en premier nous ouvrir, et on s'est dit, bon, bah, allez, il faut qu'on teste ce marché-là. Et donc, on a adapté un tout petit peu notre solution pour prendre des cautions en ligne. Donc, ce moment-là, où il a fallu... c'était un petit peu dur émotionnellement parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas, quoi, et comment... Et là, c'est quand même quand tu te regardes les yeux dans les yeux avec ton associé, bon, bah, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ouais. Ça, c'est un bon challenge. Génial. Bon, bah, on salue Chloé alors de Well Kids. Voilà, absolument. Bonjour Chloé. Est-ce que tu pourrais aujourd'hui donner des conseils? Alors, en général, on n'aime pas trop cette question-là et cette notion de conseil en entrepreneuriat, mais pour deux associés qui veulent se lancer ensemble, qu'est-ce que tu leur donnerais comme clé pour qu'ils puissent s'assurer que ça va fonctionner? Alors, c'est marrant qu'il y a un truc, je trouve, qui est souvent... il y a beaucoup d'avocats qui te disent l'inverse. C'est le pourcentage d'association. Nous, avec mon associé, on est associé à 50-50. Ah ouais. Et tout le monde te dit, tu vois, tous les âges, tout le monde te dit surtout pas, il ne faut pas 50-50 parce que tu peux arriver à un blocage. Moi, alors d'abord, moi, il y a une personne qui nous a dit l'inverse à l'époque, c'était le directeur du Hub 612, l'incubateur de la Caisse d'épargne dans lequel on est encore, qui lui, au contraire, prêchait pour un 50-50. Et je pense qu'il a raison, parce que ça change énormément la posture d'association. Ouais. Quand tu es à 50-50, tu es égalitaire, et donc il faut que tu trouves un accord. Ouais. Tu n'as pas le choix. Ouais. Tu es obligé tu ne peux pas t'engueuler, il n'y en a pas un qui peut prendre la grosse tête et se dire c'est moi qui décide de toute façon. Ouais. Et dans toutes ces discussions au jour le jour, bah voilà, de toute façon, tu es égalitaire, un peu comme dans un mariage. Ouais. Tu dois trouver une façon de t'en sortir. Ouais. Et moi, je dirais ça. Donc, tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avocats qui disent l'inverse parce qu'ils voient le risque et peut-être qu'ils voient aussi beaucoup de problèmes à l'inverse dans leur métier ou des associations qui se terminent mal, et que dans ce cas-là, c'est compliqué. Mais en tout cas, pour que ça ne se termine pas mal, je pense que c'est peut-être presque un prérequis. Ok, intéressant. Ouais. C'est ce qui nous rappelle aussi que, malgré la qualité des conseils qui nous sont transmis par les avocats qui nous accompagnent, les experts comptables qui nous accompagnent, ce que je remarque, c'est que bon, ils ne sont pas entrepreneurs et qu'il faut aussi garder la confiance aussi en soi sur les décisions qu'on prend. Il y a pas mal d'anecdotes sur ça. Ouais, bon après, c'est vrai que ça s'est fait aussi parce qu'on était tous les deux dans le projet égalitaire, à part égalitaire. On avait envie de construire tous les deux ce truc-là. Ouais. Mais c'est vrai que si... Enfin voilà, et puis parce qu'on était OK avec ça aussi. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut garder... Il y a quand même un côté pragmatique, un côté qu'est-ce qu'on veut, quoi. C'est d'abord ça. C'est ça. Comment on veut construire cette entreprise, qu'est-ce qu'on veut au quotidien, et pas forcément suivre les règles. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous donner 2-3 indicateurs sur Sweetly aujourd'hui? Bah oui, aujourd'hui, Sweetly, on est 25 personnes. Ouais. On fait à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est à l'équilibre, on fait un petit peu de bénéfices. On a à peu près 5000 clients actifs qui utilisent notre solution tous les jours. Voilà, principalement dans le secteur de la location saisonnière. Mais c'est vrai qu'on a aussi d'autres secteurs, la location de véhicules. On est déjà en Espagne un petit peu. On a à peu près 8% de notre chiffre d'affaires en Espagne. Et puis on va lancer l'Angleterre l'an prochain normalement. Génial. Voilà. Ah, passionnant ce sujet-là. Ouais. J'avais pas prévu de t'en parler. Est-ce que tu peux nous partager, alors sans dévoiler des choses peut-être stratégiques, et c'est toi qui jugeras, mais comment tu ouvres un pays pour ta société? Alors, c'est dur, mal au début, c'est toujours comme ça. Bah, c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que voilà, ça marche en France, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à l'étranger. Et en fait, au début, on y allait comme ça. Hein. Enfin, voilà, on a embauché quelqu'un qui parlait bien la langue locale, qui avait la culture locale, et puis on essaye. Puis très vite, on se rend compte que la culture n'est pas la même, la façon de vendre n'est pas la même, le prix n'est pas le bon, la douleur n'est pas la même, les cultures, voilà, on ne cherche pas forcément sur Internet les mêmes choses que ce qu'on cherche en France. Donc c'est toujours hyper compliqué en fait. Il faut adapter vraiment le site vitrine, la solution parfois, les mots qu'on utilise. Évidemment la solution technique aussi parfois quand on change de devise. Mais non, c'est très très compliqué en fait. On l'a sous-estimé et je pense que tout le monde le sous-estime. Ouais. Et c'est très long.
c'est très long. En fait, on ne se rend pas compte, mais en France, on a pris du temps pour grandir. Enfin, on a bien mis 5-6 ans pour arriver à, voilà, à être un peu à l'équilibre en France. Et il faut refaire quasiment le même parcours dans un autre pays, puisque en plus, tu bénéficies pas, tu vois, en Espagne, en France, on bénéficiait de la start-up française. C'est les petits Français qui font une start-up. Donc, tu as beaucoup de gens, des early adopters qui, simplement pour tester, qui aiment bien l'entrepreneuriat, qui vont essayer ta solution juste pour voir. En Espagne, tu es vu comme les Français, quoi. C'est pas pareil. En Angleterre, encore pire. Tu es les Frenchies qui, tu vois. Donc, il faut beaucoup se structurer. Il faut reprendre un peu les bases du marketing. Et tu perds un peu cette notion de... Ouais, tu as aussi la notion, quand tu démarres, tu attires un peu l'œil. Là, maintenant, tu es une boîte comme une autre. Tu es un service comme un autre. Et donc, il faut que ça marche et c'est tout. Donc, c'est pas facile. Pas facile. Ouais, et j'imagine aussi, la stratégie de développement dans d'autres pays est très dépendante aussi de la stratégie d'acquisition ou des stratégies d'acquisition qui ont fonctionné en France. Pour vous, quelles sont les stratégies d'acquisition qui fonctionnent le mieux? Alors nous, ce qui a le mieux fonctionné, c'est vraiment les partenariats. Ok. En fait, chez Sweekly, on est intégré avec plein de logiciels, plein de PMS, plein de logiciels aussi de gestion, comme Yahoo, Odoo, voilà, des logiciels qui te permettent de demander, d'envoyer des messages, de fournir le petit carnet, là, tu sais, le livret d'accueil, merci. Et en fait, dès que tu te connectes techniquement à un outil, nécessairement, tu touches toute la clientèle de cet outil. Donc, ça te permet, d'abord en tant que partenaire, le partenaire, déjà, il te connaît, il parle de toi. Et nous, c'est un sujet très précis, la caution. Dès que tu as quelqu'un qui a le problème, on dit, ah oui, tiens, j'ai vu Sweekly qui propose une solution. Donc, ça démultiplie ton bouche à oreille. Donc ça a vraiment fait décoller Sweekly. Il y a aussi Google quand même, qui nous apporte beaucoup de leads. Donc les pubs Google, ça marche bien aussi. Ok, donc vous avez une vraie stratégie de SEO. Ouais, absolument. Même d'acquisition aussi, de payant. Ouais. Ok. Ah oui, depuis payante. Super. Et alors, avant le développement international, en 2019, vous décidez de faire une levée de fonds. Ouais. Et ce que j'ai trouvé intéressant, peut-être avant que tu démarres sur ça, c'est que dans l'analyse extérieure, et ça m'intéresse que tu me dises si je me suis complètement trompée, j'ai eu l'impression que à partir, donc soit c'était le projet défendu pour la levée de fonds, ou est-ce que c'est après la levée de fonds, vous avez ouvert au-delà de la location saisonnière. J'ai eu ce sentiment-là. Est-ce que je me suis trompée? Alors, on avait en tête quand même d'ouvrir. Et c'est vrai que quand tu fais une levée de fonds, il faut que tu t'expliques un projet. Oui. Donc c'est vrai que c'est à cette occasion où on l'a un peu structuré. Et on a dit, voilà, on veut lever 1,5 million. Et avec ça, il faut que tu expliques ce que tu veux faire. Oui. Sinon, on ne te donne pas d'argent. Donc tu dis, voilà, j'ai déjà une petite position dans la location saisonnière. Et puis en même temps, je veux embaucher des commerciaux, développer la solution technique pour adresser, par exemple, la location de véhicules. Donc ça, c'est vrai que c'était à cette occasion où on s'est un peu plus creusé la tête sur quel secteur on pouvait adresser. Et du coup, on les a fait. Il y a le secteur médical aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est un secteur qu'on lance en ce moment. Tu sais, souvent, je ne sais pas si c'est arrivé, mais en tout cas en France, tu as une mutuelle qui te paye 80-90% des soins. Et toujours, il te reste quelques euros, dizaines d'euros, vingtaines d'euros à régler. Et quand tu vas dans une clinique privée, souvent, tu t'en vas sans savoir exactement combien tu dois, puisque la mutuelle ne te dit pas exactement à la clinique combien ils vont payer. Donc le patient part et toutes les cliniques se retrouvent avec des milliers de 20 euros, 30 euros à récupérer auprès de patients. Et ils ont des dettes énormes. Ah oui. Et nous, voilà, tu as compris, on prend une empreinte de carte à l'arrivée du patient. Et puis quand on sait exactement quel montant on peut prendre, on le prend sur la carte. Donc on arrive vraiment avec un bon ROI à apporter une solution de prise de caution pour le secteur médical. Et c'est un secteur dont on avait parlé dans la levée de fonds, qu'on n'avait pas adressé tout de suite. C'est toujours très long. C'est d'abord se focaliser sur la location saisonnière. Mais c'est vrai que c'est à cette occasion qu'on a structuré, qu'on a cherché et qu'on a essayé de mettre des chiffres derrière ces différents secteurs. Mais le potentiel de ce secteur-là, secteur médical, il est massif par rapport à la courte durée, non? Oui. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas eu l'envie de l'adresser tout de suite? Parce que même par rapport à la location de matériel et tout ça, ça semble être une opportunité incroyable. C'est une très bonne question.
Après, toujours plus facile à dire après coup Ouais. que de ma part, hein, mais Parce que c'est vrai que en fait, on a voulu appuyer sur le secteur où on avait déjà des clients. Tu sais, quand tu as déjà une solution qui marche dans un secteur, bah, ça fait un peu du bouche à oreille, tu as des clients qui rentrent. On a d'abord appuyé là-dessus. Lancer un secteur, tu vois, ça fait au moins 1 an et demi qu'on essaie de lancer le secteur médical. ouais, Donc il faut de la ressource, il faut construire les ouais. partenariats, il faut comprendre la mécanique. En plus, autant la location saisonnière, c'est souvent des petites entreprises quand même, Mm. c'est beaucoup plus facile, ils sont beaucoup plus agiles pour mettre en place des solutions comme ça. Ouais, Une clinique, t'imagines, pour ouais, changer un process d'une clinique, c'est des ouais. projets d'un 6 Long mois, feu. 1 an. Ah oui, oui. Donc euh, je pense qu'on a bien fait de commencer par la location saisonnière, parce que voilà, on a pu faire un chiffre d'affaires assez vite. Et maintenant qu'on est rentable, qu'on a un peu de bénéfices, on peut investir ces bénéfices pour lancer le médical et on a un peu plus de temps. Ok. Donc, on est en 2019. Vous vous dites, bon, on va lever des fonds. Comment on fait quand on a, j'imagine, jamais levé de fonds avant? Ouais. Comment ça démarre? Où est-ce qu'on regarde? Comment on fait ça? Alors, c'est vrai qu'on était dans un incubateur, donc ça nous a bien aidé quand même. Il y avait dans l'écosystème, il y avait des leveurs de fonds qui étaient là. Ok. Donc, on est passé par une boîte qui est spécialisée pour faire un BP, pour faire un deck, Hmm. qui voilà, fait un tour de table avec pas mal d'investisseurs de fonds. Et donc voilà, on a suivi un peu le chemin classique où tu prends ceux qui savent faire et puis bah, tu les payes quoi, tout simplement. Ok. Et donc, dans les personnes auprès de qui, enfin, dans les entités auprès de qui vous avez levé des fonds, j'ai vu que c'était assez varié. Vous avez un family office, un fonds d'investissement, Mhm. DVC. Vous avez une banque et aussi l'incubateur dans lequel vous étiez à l'époque. Ouais, et en Donc, fait, c'est on très... peut dire que c'est deux banques. Il y a la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole. Alors c'est vrai que la Caisse d'épargne, c'est via un fonds, via une fondation, Ouais. mais via l'incubateur. Mais bon, c'est quand même la Caisse d'épargne c'est le groupe BPCE qui a investi. Et en effet, il y a un family office, Evolem, et un fonds qui était à moitié un peu régional, Créaxi. Et il y a la BPI aussi, hein, qui a Ouais. mis. Enfin, à chaque fois, hein, quand tu fais Oui. une levée de fonds, tu as la BPI qui participe. Oui, en fait, on a pris ceux qui voulaient bien de nous, hein. Enfin, je veux dire, tu vois, Ok. on a fait un tour de table, ça s'est structuré comme ça sur des fonds qui étaient assez régionaux. Donc, on est lyonnais, donc c'était plutôt des fonds à Lyon. Mm. Et voilà. Cette composition-là a été un support? Ça a été positif ou ça a été un handicap? Alors, en fait, on cherchait des banques hein, quand même. On voulait Ouais. que des banques soient au capital, Ouais. parce qu'on est quand même dans le paiement. Et le fait de pouvoir mettre les logos de la Caisse d'épargne et du Crédit Agricole sur notre site, en Mm. termes de confiance, ça, je pense, ça a beaucoup aidé. Ouais. Euh, Après, c'est vrai qu'on ne voulait pas un fonds. Tu sais, il y a un peu de types de fonds. Souvent, on dit il y a des fonds qui investissent sur 10 startups et qui appuient beaucoup sur le champignon, qui poussent à la dépense pour vraiment utiliser le cash, quoi, hein. Mm. Et puis leur process, c'est de dire bon, bah, de toute façon, sur les 10, il y en a un qui va exploser et les 9 autres vont mourir. Ouais. Nous, on ne voulait pas ça. C'est vrai qu'on n'a pas fait affaire avec un fonds qui était plutôt dans ce mode-là. On voulait plutôt un family office justement qui pouvait rester sur la durée. Ouais. Et donc voilà, Sweetly, c'est vrai qu'on a une croissance constante, mais c'est pas une explosion. Enfin, j'ai pas de start-up qui me viennent en tête qui ont explosé, mais on n'a pas voulu faire des croissances à 4 chiffres. Ouais. On a une croissance constante qui est honorable, hein. On fait 25% par an. Et on continue sur la durée, mais voilà, on n'a pas voulu trouver des fonds qui nous poussent à la dépense. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi le quotidien avec des actionnaires et comment ça se passe? Alors, je ne sais pas dans quelle mesure tu peux raconter ça. Est-ce que la vie est belle avec des actionnaires ou est-ce que la vie est un enfer avec des actionnaires? Écoute, non, franchement, ça va. Franchement, ça va. C'est toujours un peu bizarre parce que, alors c'est de la bonne volonté, ils viennent avec plein d'idées, mais nous, les fonds, on les voit une fois par trimestre, en gros, hein. Mm. Et souvent, ils viennent avec plein d'idées, vous devriez faire ça, vous devriez faire tel projet. Et en fait, le temps de l'entrepreneuriat, le temps de construction est évidemment 1000 fois plus lent, hein. C'est-à-dire Ouais. qu'il faut construire. Et c'est peut-être bien au début où d'avoir des idées, c'est bien, mais derrière, il faut les faire, hein. Et souvent,
on est en discussion où tu as une proposition d'un fonds qui dit ouais, mais il suffit de penser à ça, vous n'avez qu'à faire ça. Et il dit bah, non, on fait d'abord ça, quoi. Enfin, c'est souvent ça la discussion. Mais globalement, ça se passe bien. Voilà, globalement, ça se passe bien. On ne s'est pas engueulé encore. Donc tout va bien. Est-ce que tu penses que tu es un manager différent parce que tu as des actionnaires que si la société avait été bootstrap, ça veut dire Ouais. n'avait pas eu besoin de lever des fonds? Non, parce qu'on a le pouvoir quand même, hein. Les investisseurs, on est majoritaire avec mon associé. Oui, évidemment, il y a quelques dépenses qui sont contrôlées. On a un commissaire aux comptes et on ne fait pas ce qu'on veut. Mais globalement, on a le pouvoir et on dirige la boîte. Donc, et si les actionnaires veulent nous pousser à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, on ne le fait pas. Donc, donc non. Enfin, je pense que voilà, ils ont cru au projet, ils nous ont aidés à le développer Sweetly. Mais voilà. Et avec le recul, tu le referais? Tu relèverais des fonds? Ouais, ouais, je pense que quand même, ça a permis. Grâce à ces fonds, on a embauché des gens compétents sur la partie commerciale, sur la partie technique, la partie marketing. Et franchement, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Quand tu prends tu sais, souvent, quand une start-up, tu prends des jeunes, et puis au début, tu prends un stagiaire, et puis après, quelqu'un qui sort de l'école. Le fait de passer, là, on le voit maintenant aussi, on a beaucoup structuré la boîte là, dans les dernières années. On a pris des gens qui avaient un CV, alors évidemment, qui payaient plus cher. Oui. Mais ça change beaucoup, beaucoup de choses. En termes de sommeil, en termes en termes de tout, ça change beaucoup de choses. Ouais. Quand tu dis qu'il y avait un CV, tu évalues, enfin, pour donner une idée aux personnes qui nous écoutent, c'est des personnes qui avaient 5 ans d'expérience, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ouais, souvent, c'est quand tu arrives autour de la trentaine, tu vois, tu as déjà bien roulé ta bosse. Voilà, donc c'est oui, 7 ans, 10 ans d'expérience ou plus. Notre directeur commercial, il a un peu plus. Donc oui, c'est à cet ordre de grandeur, quoi. Ok. Est-ce que tu parles d'argent, Xavier? Oui, on peut essayer. C'est un sujet toujours extrêmement tabou. Ouais. Figure-toi que la troisième personne que j'ai interviewée, alors je ne dis pas le nom parce que je ne sais pas dans quel ordre on va publier les vidéos. Ouais. À la troisième interview, j'avais eu que des invités qui n'avaient pas osé parler d'argent. D'accord. Et j'ai parlé une bouteille de champagne à mon invité s'il acceptait de parler d'argent. Il a gagné la bouteille de champagne. D'accord. Donc, Bon, écoute, je te le dirai si j'aime assez le champagne pour répondre à toutes tes questions. Alors, tu nous as dit le chiffre d'affaires de l'entreprise. Tu disais que l'entreprise est un petit peu rentable. Est-ce que tu parles de taux de rentabilité? Oui, on peut parler de taux de rentabilité. En fait, chez Sweetly, on n'est pas hyper rentable. On essaie de réinvestir les bénéfices dans le développement de la boîte. Donc, et c'est ce qu'on continue à faire. Donc, on fait, tu vois, sur 4 millions, on fait 200 000 euros de bénéfices à peu près. Et on veut essayer de se maintenir comme ça. Ça permet de réembaucher, ça permet de faire grandir la boîte. Ça permet de répondre au téléphone quand il y a des gens qui appellent. Ça permet de développer des nouvelles solutions. Donc c'est un peu notre stratégie. On veut continuer à investir et à avoir un peu de bénéfices pour construire l'équipe de l'année d'après, quoi. Oui. Les 200 000 euros de bénéfices servent aussi à reverser aux actionnaires, non? Alors pour l'instant, on n'en verse pas. D'accord. Pour l'instant, on ne se verse pas de dividendes. On réinjecte tout dans la société. Oui. Alors peut-être qu'arrivera un jour où on le fera, mais pour l'instant, non. C'est le cas de beaucoup de levées de fonds, j'ai l'impression. J'ai le sentiment que les actionnaires attendent simplement une exit. Ouais, alors je pense que pour nous, ça devrait arriver bientôt. Nous, on n'a pas trop envie pour l'instant, donc ce sera des sujets de discussion probablement dans les années ou semestres qui viennent. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on se voit bien rester. Il y a encore plein de perspectives de développement. C'est long, mais on se sent bien, donc on préfère rester comme ça, je pense, pour l'instant. Ah oui, tu anticipes en fait un désaccord entre les actionnaires et vous? Un fonds, tu sais, un fonds, souvent, c'est ce qu'il veut faire. Il investit pour faire un exit 5 ans après. On n'est pas encore aux 5 ans. On est avec des fonds en plus qui peuvent rester. On les a choisis un peu pour ça. Ouais. Mais voilà, on verra. Pour l'instant, il n'y a pas de demande forte et claire. Donc,
Et alors, question de néophyte en la matière, est-ce que tu peux switcher tes actionnaires? C'est-à-dire, si tes actionnaires veulent partir, refaire une levée de fonds pour Alors tu peux, changer. ouais, bien sûr, tu peux. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe hein, quand tu Ouais. as un exit, c'est les actionnaires historiques qui ont investi un peu plus tôt se font racheter par des nouveaux. Ouais. Tu peux faire aussi, nous on peut les racheter, ou Racheter la leur boîte part. peut les Ouais. racheter. Ouais. Donc il y a plein de choses, tu sais, il y a des LBO, des MBO, Ouais. il y a plein de trucs qui existent en finance pour faire ça. Ouais. Donc c'est des solutions qu'on va commencer à regarder, je pense. Ouais. Ok. Et pour vous, votre souhait, c'est à un moment donné, je ne sais pas, de transmettre la boîte à vos enfants ou de la revendre vous en avez jamais parlé? Si, bien sûr, on en parle avec mon associé, mais pour l'instant, c'est le truc que tu dis comme ça un soir, ah oui, dans 10 ans, peut-être qu'on pourra revendre quand on sera vieux. Mais c'est vrai que ça va arriver un jour. Hein. Je ne sais pas si mes enfants transmettront à mes enfants, enfin, je pense pas, ils ne sont pas trop dans le sujet. L'enfant de Sean, il est encore petit. Je pense qu'un jour, on partira. Après, est-ce qu'on le fera tu as plein de solutions. Est-ce que l'équipe rachètera les parts des actionnaires? Est-ce que ce sera un autre fonds qui viendra parce qu'on voudra aller aux États-Unis? J'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est le plan. On a déjà un beau plan, si tu veux, dans les 5 ans qui viennent, entre développer l'Angleterre, développer le secteur médical, développer l'Espagne. Rien que ça, il y a de quoi s'amuser encore pendant bien 5 ans, je pense. Oui. Voilà. Donc, génial. Et quelle est la transparence sur les salaires qu'il y a chez vous? on est plutôt transparent. En tout cas, on ne le cache pas. Je suis pas sûr que. Alors, c'est pas affiché dans le couloir, hein, mais il n'y a pas trop de tabou. Peut-être avec le temps, maintenant, on est un peu nombreux. Je suis pas sûr que tout le monde en parle ouvertement. Donc, je laisse. En fait, on laisse au choix des personnes, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux parler de l'évolution des sommes que vous êtes versées en tant qu'entrepreneur? Oui, je peux en parler. Il faut que je m'en souvienne, mais on sait. Dès qu'on a commencé. Alors, c'est vrai que la levée de fonds, avant la levée de fonds, on ne se payait pas beaucoup. Alors moi, j'ai bénéficié d'un chômage pour lancer la boîte, mon associé aussi. Et en fait, dès qu'on a commencé à avoir un peu de chiffre d'affaires et un peu de clients, on a fait une levée de fonds et ça a permis de normaliser nos salaires, on va dire. Ouais. Donc on a retrouvé nos salaires d'avant, Sweekly en fait. Et depuis, on s'augmente de à peu près 5% par an. 5 à 10% par an. Là, vous faites une règle comme ça Ouais, alors d'abord, c'est une règle qu'on a mis dans notre pacte d'associés. Donc là, l'augmentation est définie. Okay. Quand tu lèves des fonds, évidemment, tu parles un peu de tout ça. Tu me dis, vous me prêtez 1 million. Et en l'occurrence, c'est pour éviter que les fondateurs s'augmentent tout d'un coup de 200%, tu vois, pour utiliser tout l'argent. Okay. Donc, c'est des discussions qui arrivent quand tu fais des levées de fonds. Ouais. Et vous gagnez strictement la même chose tous les deux? Strictement, par égal, strictement la même chose, absolument. Okay. Il y a une question que j'aime beaucoup poser sur ça. Alors, je la formule différemment selon les interviews. Est-ce qu'il y a une idée à contre-courant sur lequel tu as des convictions fortes, tu vois? Que j'ai déjà mis en place ou que... Ça peut être sur tous les sujets, tu vois. Ça peut être même sur le perso. Est-ce qu'il y a une idée, ou plusieurs, des sujets sur lesquels tu penses des choses complètement à contre-courant? Je ne sais pas si c'est à contre-courant, mais... il y avait l'aspect des 50% d'associations, mais j'en ai déjà parlé. Je ne sais pas si c'est à contre-courant, mais souvent, quand tu fais une présentation commerciale ou une présentation sur scène, souvent, tu as tendance à expliquer la solution de manière rationnelle et pragmatique, en expliquant la valeur qu'elle apporte. Et en fait, moi, je pense que souvent, les gens ne retiennent pas du tout ça. Et les gens se rappellent surtout de l'émotion qu'ils ont vécue au moment où ils écoutent tout ça. Donc, tu peux avoir la meilleure solution, on explique rationnellement que ça va te faire gagner 100 euros, 200 euros, 1000 euros. Mais si tu n'arrives pas à faire appel à une émotion, où soit ils sont contents, soit ils se reconnaissent dans une douleur que tu mets sur scène ou dans un plaisir que tu mets sur scène, je pense que tu perds... tu n'as pas réussi ta communication. Bon, je ne sais pas si c'est à contre-courant, c'est peut-être pas du tout à contre-courant.
Si, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a ça. Après, souvent, nous, on essaie d'être assez pragmatique dans la boîte et parfois, tu peux inventer des grands plans sur la comète et penser en France, je pense que dans notre culture, on a tendance souvent à théoriser, à mettre en place des process. Et on est tombé dans le piège avec mon associé au début de Sweekly. On a essayé d'inventer mais tout le parcours de zéro jusqu'à. Et on inventait plein de choses. Et en fait, faut surtout pas. Enfin, faut vivre le sujet, être confronté au problème. On a encore le cas, parfois même dans la boîte. Hein, souvent, on nous reproche à Sean et à moi de ne pas être assez prêt quand on lance un projet, quand on lance une solution. Et on nous dit, mais vous n'avez pas pensé à ça, vous n'avez pas pensé à ça, vous n'avez pas pensé à ça. Mais en fait, moi j'ai une conviction, c'est qu'il faut le faire, le vivre, et puis tu apprends en marchant. Tu peux pas penser à tout, et même tu vas penser à des trucs qui servent à rien, et donc tu vas perdre ton temps. Le fait de construire en le faisant, je sais pas si encore une fois si c'est à contre-courant, mais c'est un truc dans l'entrepreneuriat qui est pour moi hyper important. C'est il faut le faire, il faut parler de ta solution, il faut récupérer tous les retours que tu peux avoir. Et tu construis en fonction des problèmes que tu vois et pas ceux que tu imagines. Intéressant. Tu sais quoi? Je vais revenir sur le sujet de l'argent. Parce qu'en fait, au final, ce sujet de l'argent, et je pense que tu as remarqué que j'ai eu un temps de pause parce que j'ai hésité à te poser ma question. En fait, c'est pas mal ma thérapie. C'est pour ça que Ok. j'en parle à mes invités. Parce que moi, je gagne la même chose que chez Club Med quand j'étais salarié, mon tout dernier poste salarié. Et je bug, je pense, à ce stade-là. Et pour l'instant, ça ne bouge pas. Je n'ai pas prévu que ça bouge, mais j'ai pleinement conscience que je suis bloquée, en fait, tu vois, par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu dans votre parcours entrepreneurial ou pas du tout? Peut-être pas du tout, et auquel cas, cette question n'est pas hyper intéressante. Mais Tu veux comment dire est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, typiquement, vous avez décidé le pourcentage de croissance, par exemple? Comment on décide de la valeur de ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur, finalement? Écoute, nous, on avait quand même une base de nos salaires d'avant, qui étaient des salaires de cadre dans un grand groupe, quoi. Hein, donc ça nous semblait déjà bien. Après, en fait, pour de vrai, ça s'est négocié. Enfin, déjà, je trouve que 5% par an, c'est une belle augmentation, en fait. Pour de vrai, je suis pas sûr que tout. Enfin, il y a peu de gens qui ont 5% par an d'augmentation de salaire par an, quoi. Donc, c'est déjà, je trouve super bien. Après, ça s'est décidé en négociation. On aurait peut-être pu demander 10 ou 20, mais c'est vrai qu'on a peut-être été un peu limité aussi par ce qu'on a vécu dans des grands groupes. Et en fait, dans des grands groupes, tu as souvent 1 ou 2% d'augmentation par an. On trouvait que 5, c'est déjà énorme. Voilà. Il y a d'autres principes éthiques qui te guident en tant que chef d'entreprise au quotidien? Parfois, nous, on a des clients qui sont compliqués. Dans n'importe quelle entreprise, il y a des clients qui sont compliqués. Moi, j'appelle ça faire son client. Voilà, faire son client. Et parfois, quand on a des personnes, par exemple, qui sont au support toute la journée, et c'est vrai que quand tu te fais engueuler plusieurs fois par jour, tu as besoin d'avoir une soupape. Et c'est un truc où parfois tu entends, pas des noms d'oiseaux, mais il m'a saoulé ce client, enfin, de manière un peu plus. Et moi, ça me gêne. J'aime pas. J'aime pas quand on parle des clients de manière pas bien, quoi. Et donc souvent, je leur dis, mais attends, c'est eux qui nous font bouffer, quoi. Oui, parfois ils sont compliqués, mais sans eux, on n'est pas là, quoi. Donc ça, c'est un truc que je dis parfois. Je sais pas si c'est de l'éthique, mais c'est Bien un sûr, peu. si, ouais. C'est une certaine éthique sur la façon en interne de Ouais, parler des de clients. traiter le client, Ouais. même en off, même s'il n'entend pas, ça me gêne de le dénigrer. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu considères en tant qu'entrepreneur avoir un bon équilibre pro-perso? Écoute, je suis bien. Moi, je suis un peu. Je travaille beaucoup. Souvent, moi, je suis du matin, je me lève très tôt. Et je travaille. Parfois, je fais bien 2 heures de travail le matin.
fais du sport le matin maintenant. Donc, je sais pas s'il y a du perso. C'est un peu mélangé, hein, perso pro en fait. Hein. Mais je suis pas stressé. Enfin, tu vois, je suis pas. En tout cas, aujourd'hui, je suis moins stressé. Ça n'a pas été toujours le cas, mais parce que voilà, ce weekly marche et on est en croissance. Mais donc, non, j'ai pas un bon équilibre vie pro, vie perso. Je travaille beaucoup, mais ça me pèse pas. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont autour de la santé mentale de l'entrepreneur et le fait de garder justement une sérénité d'esprit, de gérer, même dans l'entrepreneuriat, les hauts et bas. Alors, ils sont plus forts au début et puis après, ça se tasse un peu quand même. Mais est-ce que sur ça, tu as ressenti parfois qu'il fallait en prendre soin? Et comment tu as fait ça? C'est vrai que tu peux être en boucle. Hein. Parfois, tu dors mal, tu peux te réveiller avec un problème, tu es en boucle sur des sujets. J'ai pas forcément bien géré. Hein. Tu essaies d'être pragmatique. J'ai pas de secret. Comme tout le monde, tu es en galère. Tu as un ascenseur émotionnel en bas ou en haut. Et puis Alors, un truc quand même, le fait d'être à deux, à égalité, ça change énormément de choses dans les bons moments comme dans les moins bons d'ailleurs, hein, parce que dans les bons moments tu le partages et quand il y a des décisions dures à prendre aussi, t'es pas tout seul, quoi. C'est-à-dire que tu as une discussion qui dure et au moins après tu es à deux, quoi. Il y a deux pour l'assumer devant tout le monde et c'est pas juste toi tout seul ou t'es pas le seul responsable des décisions compliquées ou moins compliquées. Et ça t'enlève une charge mentale qui est énorme en fait. Ah oui. Bah ouais, parce que t'es à deux, quoi. Bah, tu vois, quand il faut que tu annonces des mauvaises nouvelles ou bah voilà, t'en as discuté longtemps, on pense à deux, avec deux cerveaux, que c'est la meilleure décision. Et t'es pas... C'est dur quand tu dois tout seul décider d'un truc qui est compliqué. Il n'y a que toi. Que toi-même, tu pourras décider l'inverse, en fait. Là, non, t'es à deux, t'es backupé quelque part. Et ça aide énormément. Ouais. Et vous n'avez pas une équipe managériale comme Alors un maintenant, on a courtier? une équipe managériale et maintenant, on a structuré où on prend les décisions à plus. Mais il y a parfois des décisions quand même où tu vois, là, on a vachement bossé sur la vision et la mission de Sweekly l'an dernier. Bah, ça vient de nous. Où est-ce qu'on veut emmener la boîte? À un moment donné, ça, c'est des discussions à parler des heures et des heures et des heures. Et le fait de faire des choix sur dire, voilà, à Sweekly, on va révolutionner la gestion de la caution en ligne, on va faire ça, et c'est la caution, et c'est pas, on va pas faire un livret d'accueil, on va pas faire un check-in automatique, on va pas faire un état des lieux avec plein de photos dans tous les sens. Non, on fait la caution, on veut être bon là-dedans, c'est compliqué, il y a plein de problèmes légaux, il y a plein de problèmes techniques, on veut être bon là-dedans et c'est tout. Rien que ça, parce qu'habituellement, on avait plein de clients qui nous demandaient, ah bah tiens, est-ce que vous pourriez prendre une pièce d'identité? Tiens, est-ce que vous pouvez faire un formulaire de check-in? Tiens, il y a plein d'outils qui font ça. Il y en a des très bons. Et donc, le fait de choisir, et puis c'est dur de dire à un client, qui est un bon client, qui dit, bah, tu peux rajouter ça, tu peux faire ci. Le fait de dire non, c'est pas là où je veux pas emmener Sweekly vers une solution de prise de carte d'identité, bah, c'est pas facile quand c'est un client important qui te le demande. Donc de savoir où tu veux aller, de décider ça, encore une fois, on a réfléchi, plein de discussions, mais c'est des décisions fortes, et le fait d'être à deux pour les assumer et les prendre, bah, parce que ça oriente tout le reste de la boîte et le futur de la boîte. Ouais. Donc ça aide beaucoup à d'être à deux. Ouais. Alors, je garde cet aspect-là, j'ai une question sur ça, mais peut-être pour terminer sur l'équilibre pro-perso. Mon rêve, c'est de demander à un homme, mais monsieur, comment faites-vous avec vos enfants et votre carrière d'entrepreneur? La question Alors, qu'on pose d'habitude toujours aux femmes. ouais, c'est vrai. Alors, moi, c'est vrai que mes enfants, quand ils étaient petits, j'étais dans un grand groupe chez Volvo, Ouais. où j'avais du temps. D'ailleurs, Accenture, c'est une très belle boîte aussi, mais t'as pas de temps quand tu es chez Accenture. Oui. Et donc, j'ai quitté Accenture au moment de la naissance de ma première fille. Et je suis allé chez Volvo. Alors, bon, Volvo, tu travailles aussi, faut pas non plus exagérer, mais tu as quand même plus de temps. Il y a un équilibre perso-pro qui est quand même beaucoup plus présent. Et donc, j'ai passé toutes les petites années, enfin, les années où mes filles étaient petites, chez Volvo, où j'étais quand même beaucoup plus présent. Et j'ai lancé Sweekly, et c'était pas non plus très grande, mais déjà de manière beaucoup plus autonome. Mais c'est vrai que bah, ma femme a géré. Hein. Enfin, voilà, quand je me suis lancé dans Sweekly il y a 10 ans, j'avais ma fille qui avait 10 ans, tu vois, ils étaient encore petits, ouais, 11 ans.
Oui, j'étais un peu moins présent au début et c'est ma femme qui a géré. Mais ça faisait partie des discussions dans ce que j'y vais ou ce que j'y vais pas dans le projet avec ma femme, c'est sûr. Oui, Mm. ok. Tout à l'heure, tu nous parlais justement du fait de rester centré, enfin, Mm. je l'analyse comme ça. Est-ce que tu penses, avec le recul, que ça a été justement un... J'ai le mot sponsor qui arrive, c'est pas exactement le bon, mais tu vois, ça vous a aidé dans la croissance ou ça a pu entraver la croissance? De rester focus De sur ce qu'on rester faisait. focus, ouais. Alors, je pense que ça a aidé. En fait, surtout au début, où quand tu cherches des clients et tu sais pas trop, tu n'es pas encore sûr de ta solution, de ce que tu vas faire. Tu vois, pendant un moment, quand on a commencé à avoir nos premiers clients, on a quelques clients qui nous disaient faites-nous un site internet, site vitrine internet pour une conciergerie. Et on l'a pas fait. Parce que, je veux dire, tu as plein d'agences qui savent très bien faire ça. Et en fait, la nature fait que quand tu as une bonne relation avec un client, il te demande des trucs. Et c'est à toi de dire non, c'est pas notre métier, monsieur. Nous, on fait ça et on veut faire ça bien et c'est tout. Et en plus, comme on est tech, tu as plein de clients qui n'ont pas forcément une équipe technique avec eux et qui vont déporter des sujets techniques sur Sweetly. Donc là, à un moment donné, c'est pas facile de dire non, on fait pas ça. On fait que la caution. On la fait bien, mais on fait que ça. Alors, je fais l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas plus d'énergie, tu vois, typiquement de se dupliquer sur la location de matériel, même si c'est toujours la caution, que de rester dans la location saisonnière, mais d'ajouter un petit morceau par-ci par-là? Alors, c'est des très grandes discussions qu'on a eues. Je pense qu'il y a plusieurs stratégies. En fait, personne n'a la réponse. Il n'y a pas de vérité. Peut-être que Sweetly serait 3 fois plus grosse si on avait choisi de concurrencer un partenaire qui fait ça très bien. Après, c'est où tu veux emmener la boîte. Nous, notre pari, c'est de dire la caution, c'est compliqué. Il y a un système, le fait de pouvoir récupérer de l'argent sur une carte, c'est compliqué. Il y a des caractères légaux, il y a des problématiques légales qui sont très compliquées. Et quand tu veux faire une boîte qui marche, il faut faire des trucs compliqués. Si tu fais des trucs que tout le monde sait faire, il y a plein de concurrents qui arrivent. Et donc, c'est ça qui a sous-tendu la décision. Et je pense, l'avenir le dira, mais je pense que c'est la bonne. Après, mais il n'y a pas de vérité. Et quand tu prends cette décision, peut-être que tu te plantes. Mais je pense que rester focus, se focaliser sur des choses compliquées que tout le monde ne sait pas faire, c'est quand même une recette de grand-mère qui me semble bien. Super. Écoute, c'est une bonne nouvelle. Donc tu le disais tout à l'heure, Sweetly est en grosse partie dans le domaine de la location saisonnière. Donc j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'énerve? Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans notre domaine d'activité? Alors, je ne sais pas si c'est énerver le bon terme, mais il y a des grands changements en ce moment dans la location saisonnière réglementaire. Et j'entends plein de clients, j'ai même un ami qui est client et qui est bouleversé. Sa boîte est complètement bouleversée par ces changements et c'est dur pour lui parce qu'il faut qu'il s'adapte, il va perdre du chiffre d'affaires. Et il trouve des solutions d'ailleurs, il va... ce qu'il sait faire, il va se reconcentrer sur son métier, à savoir gérer des appartements, les mettre en ligne, les gérer, les remplir. C'est dur, il faut s'adapter. Mais on est obligé de constater aussi qu'il y a quand même des quartiers dans certaines villes qui sont complètement transformés par du tourisme Airbnb. Alors on dit Airbnb, c'est pas que Airbnb, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie dans le quartier, il n'y a plus de marché, il n'y a plus personne, il n'y a que des touristes. Et au final, ce sera un problème. Donc on est obligé de s'adapter. Je pense que l'industrie est obligée de s'adapter. Il faut juste le faire dans le bon temps, avec le bon rythme, pour pas que tout le monde meure d'un coup. Et je pense qu'heureusement, il y a des associations qui bossent là-dessus. Mais au final, on n'a pas le choix, je pense. Il faut s'adapter. Et comme dans n'importe quelle boîte, il faut trouver du relais de croissance quelque part, adapter un peu son métier, ses cibles d'appartements. Voilà. Exactement, moi je te rejoins sur ça. Et même au rendez-vous de la location saisonnière, j'avais eu l'occasion d'ouvrir la journée en disant, voilà, si on s'accroche à un Far West réglementaire, ça ne nous rendra pas plus crédibles. Être un pro d'un domaine, c'est aussi ça, c'est naviguer dans les fluctuations réglementaires qui sont pas toujours, qui sont la plupart du temps pas en notre faveur,
et puis trouver des solutions, en fait. Trouver des solutions, pivoter, même si parfois c'est dur et même si parfois il faut faire des gros changements. Mais ouais, je te rejoins vraiment sur ça. Est-ce que tu penses, comme ce que certains disent, que la courte durée est morte, avec tous les aspects réglementaires qui sont Réglementaire qui arrive. fortement d'actualité aujourd'hui? Ouais. Non, je pense pas. Je pense pas. Alors c'est vrai que j'ai un ami qui est concierge à Lyon et qui a une vingtaine d'appartements. Et c'est vrai que pour lui, c'est compliqué. C'est compliqué. Il va perdre quelques appartements. Mais comme dans n'importe quelle boîte, d'ailleurs, il trouve des solutions. Il va réinvestir sur ce qu'il sait faire. C'est-à-dire qu'un concierge, il sait gérer des appartements, les mettre en ligne, gérer un client, gérer la chambre, la renouveler. Tu peux le faire dans plein de choses. Tu peux le faire dans un appart-hôtel. Tu peux, voilà, les touristes, ils sont là. Il faudra bien qu'ils se logent de toute façon. Donc, il faut simplement se réadapter. Moi, on constate tous globalement qu'il y a quand même un sujet qu'il faut tempérer. Des quartiers qui sont que faits par des appartements Airbnb, c'est un problème à moyen terme. Donc, il faut bien réagir. Après, il faut évidemment réagir proprement et en prenant en compte toutes ces boîtes qui, pour certaines, ça va être très dur. Il y en a peut-être qui vont même mourir, malheureusement. Il faut prendre en compte ça et y aller doucement et leur laisser le temps de s'adapter. Mais au final, il y a quand même un problème qu'il faut gérer. Oui, en effet. Alors, comme tu n'es pas homme, tu n'es pas. Attends. Alors, comme tu n'es pas homme à t'énerver, est-ce que tu peux nous dire, à l'inverse, les choses qui donnent de l'espoir dans notre domaine? Moi, je trouve qu'il y a quand même une énergie dans le secteur de la location saisonnière qui est là. Je trouve que la conciergerie, c'est quand même un type d'entreprise où on peut se lancer assez facilement. Avoir quelques appartements à gérer d'amis au début et de se lancer dans le sujet avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, avec des services comme le tien, avec des services comme le mien, on peut assez facilement monter sa boîte et même le faire un peu en à côté. Donc il y a quand même, je trouve, c'est quand même assez positif le fait de se dire, allez, il y a des grosses boîtes qui vont s'adapter, il y a des petites boîtes qui vont réduire peut-être un peu leur voilure, mais c'est quand même positif de se dire, allez, je peux en faire un métier à côté avec mon côté, avec mon bon sens tout simplement, quoi, et quelques outils et quelques formations. Voilà, positif, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Xavier. C'était hyper merci à intéressant, nos échanges. Merci à toi d'avoir joué le jeu du sans filtre. Je sais que c'est pas forcément simple, donc merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'est toujours un plaisir de discuter de ces sujets avec toi. C'est pas un exercice que je fais souvent, donc c'est bien. Voilà, encore une fois, merci pour le moment. Merci à toi.